Prendre des douches, des bains, se brosser les dents, se laver les mains, toutes ces choses font partie de notre quotidien et nous semblent aller de soi. Ceux qui ne le font pas alors qu'ils en ont la possibilité sont considérés comme des personnes sales. Pourtant, ces pratiques d'hygiène sont le fruit d'un long cheminement culturel et scientifique. Qu'en était-il de la toilette durant l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle ? Les gens se lavaient-ils ? Sentaient-ils mauvais ? Quelles ont été les évolutions les plus importantes ? C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage dans le temps. L'hygiène est un vaste sujet, du coup aujourd'hui je vais me concentrer que sur l'époque moderne. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos qui traitent de l'hygiène, mais plutôt à l'époque de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou de l'époque contemporaine, faites-le moi savoir dans les commentaires et dans ce cas-là je le ferai. Pendant la Renaissance, l'apparence physique est censée refléter l'état de santé interne. On se concentre donc sur le paraître, la blancheur de la peau, la taille, les cheveux, plutôt que sur l'intérieur du corps. Les parties dites hautes, visage, gorge, mains, sont privilégiées car ce sont les plus visibles. La peau doit être blanche, un signe de pureté et de noblesse, en opposition à la peau tannée de ceux qui travaillent dehors. Pour atteindre cette blancheur irréelle, les femmes se protègent du soleil grâce aux parasols et ombrelles, aux pommades et aux vêtements couvrants. Mais surtout, elles se blanchissent la peau avec toutes sortes de poudres. Poudre de riz, citron, céruse, c'est-à-dire du chlorate de plomb, des poudres à base de mercure, que l'on mélange à des pommades et que l'on applique sur le cou, les mains et le visage. Les cheveux aussi sont éclaircis, l'idéal de beauté étant le blond, plutôt vénitien, ou le châtain clair. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, on applique du rouge sur la bouche et les joues pour accentuer encore plus la blancheur de la peau. Le visage doit avoir une couleur de lys et de rose. Ces poudres sont extrêmement toxiques. Elles entraînent un noircissement des dents et leur déchaussement, une peau sèche, ridée, fissurée qui démange, et pour les cas les plus graves, des maux de tête, des évanouissements, une insuffisance respiratoire pouvant conduire à la mort. Pour ce qui est de l'hygiène corporelle, on ne se lave pas, on se frotte à sec. Depuis le Moyen-Âge, l'eau est considérée comme mauvaise pour la santé. On a peur qu'elle s'infiltre dans le corps et dérègle les humeurs. La peste a fait craindre une propagation de la maladie par l'eau. Alors on se frotte avec des linges parfumés et on change plusieurs fois par jour de chemise. Le linge est très important, c'est un réel marqueur social. Les plus riches en possèdent en grande quantité. Les plus pauvres n'ont qu'une ou deux chemises qu'ils lavent régulièrement, cette fois-ci à l'eau et au savon. Elles doivent être très blanches. Le blanc signifie la pureté et la propreté. Les excréments sont au tout à la rue, c'est-à-dire qu'on fait ses besoins dans des pots de chambre, des vases de nuit ou des chaises percées, qui sont vidés par les fenêtres dans la rue. Le système d'égout n'est pas au point, alors les rues sentent mauvais et les maladies prolifèrent. Bien que l'anglais John Harrington invente un système de chasse d'eau au XVIe siècle, très peu de personnes l'utilisent. Au XVIIe siècle, on continue à craindre l'eau. Seuls les bains de rivière et les bains à visée thérapeutique sont préconisés. L'idée selon laquelle Louis XIV n'aurait pris qu'un seul bain dans sa vie n'est pas juste, dans le sens où il adorait nager et il prenait des bains de rivière régulièrement. À la cour, il faut masquer la moindre imperfection, boutons, rides, rougeurs. L'utilisation du blanc et du rouge reste la norme. À cela s'ajoute le bleu pour accentuer les veines, les mouches en taffetas noir et les perruques, très à la mode, bouclées, noires, brunes ou châtain clair. Elles sont poudrées et parfumées. Les cheveux doivent être coupés régulièrement et dégraissés avec de la poudre. Cet excès causait des irritations et des démangeaisons. Une routine typique du matin consistait à se frotter le visage, le cou, les mains, les oreilles avec un linge parfumé ou du vinaigre, se coiffer, se frotter les dents avec des opiats au clou de girofle ou à l'orange. Celles-ci sont de plus en plus gâtées à cause des produits appliqués sur le visage, mais aussi à la consommation de sucre qui augmente. Ensuite on s'habille, on se farde et on n'oublie pas le parfum, très important, il doit être changé tous les jours. Les notes sont plutôt boisées ou florales. Le savon existe déjà bien sûr, mais on se frotte le corps avec à sec. Des pommades à base de pâte d'amande ou de l'huile de benjoin, de jasmin ou de lavande sont appliquées sur les mains et le cou. À Versailles, les courtisans ont des cabinets de toilette, pas pour se laver, mais pour faire leur toilette.
Ce terme désigne la toile ou étoffe posée sur une table, avec tout le nécessaire pour se préparer, les mouches, les fards, les pommades, etc. Alors qu'à Paris et dans d'autres villes on continue de jeter les excréments par les fenêtres, à Versailles on crée des fosses d'aisance reliées à un système d'égout qui évacue les déchets vers différents endroits de la ville. Cela évite que les gens se soulagent partout. On dénombre environ 35 fosses en 1710 dans tout le domaine. Parfois, il arrivait que certains visiteurs, non habitués aux coutumes de Versailles, fassent leurs besoins derrière un rideau ou dans les escaliers, mais cela n'arrivait pas quotidiennement. C'est au XVIIIe siècle qu'on observe un réel changement des pratiques liées à l'hygiène. Les mentalités évoluent, les gens sont las du paraître, de la comédie et se tournent vers plus de naturel et d'intimité. Petit à petit, les couleurs sont moins criardes et s'adaptent aux carnations. Les visages sont moins blancs, le rouge est plus doux. Les cheveux redeviennent également plus naturels. L'eau fait enfin son retour progressivement. Elle est moins diabolisée. Il y a vraiment une différence importante entre la première moitié du XVIIIe siècle où le bain ne sert toujours pas à se laver, mais plutôt à renforcer le corps. Il est dit que l'eau froide tonifie et l'eau tiède apaise. Et la seconde moitié du XVIIIe siècle où le bain est utilisé pour se laver, mais que chez certains aristocrates. C'est d'ailleurs au XVIIIe siècle qu'apparaissent au château de Versailles des pièces destinées à accueillir une baignoire. L'eau courante arrive directement dans la baignoire en cuivre du roi Louis XV. Marie-Antoinette se lavait. L'usage du lavage à l'eau commence par les plus riches, puis s'étendra plus tard au reste de la population. Après 1760, il est recommandé de se laver les aisselles, l'aine, les parties génitales, les fesses. Ce que permet le bidet, inventé en France dans le premier quart du XVIIIe siècle, est principalement destiné à la toilette intime féminine. Les parties intimes sont donc lavées tous les jours en mélangeant de l'eau à des plantes ou à de l'alcool. Après la mort de Louis XIV, la distribution en eau se dégrade. Entre 1730 et 1734, une épidémie de fièvre paludéenne et typhoïde tue la moitié de la population de Versailles à cause de l'utilisation de l'eau des puits et des canalisations, polluées par des latrines et l'eau croupie des bassins. De grands travaux d'assainissement ont lieu sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Grâce aux réservoirs, aux siphons en fonte et surtout à un système de filtres, la situation s'améliore. En 1775, l'inventeur Alexander Cumming dépose le brevet de la chasse d'eau en s'inspirant du modèle de John Harrington. Mais les toilettes à chasse d'eau ne se répandront que dans la seconde moitié du XIXe siècle. À travers les siècles, notre rapport à l'hygiène a profondément évolué. Ce qui nous semble aujourd'hui évident comme se laver, se brosser les dents, aller aux toilettes, se laver les mains, ne l'était pas du tout sous l'Ancien Régime. Finalement, ce qu'on qualifie souvent d'absence d'hygiène dans les siècles passés mérite d'être nuancé. Ils avaient bel et bien des pratiques d'hygiène, certes peu efficaces la plupart du temps, dues à un manque de connaissances scientifiques et de moyens techniques. Pour parler clairement, les gens de l'époque moderne faisaient ce qu'ils pouvaient avec le savoir et les croyances dont ils disposaient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.